faut que je vous parle d'un courrier qu'on a reçu suite à l'épisode de la semaine dernière. Mais je vous en parle dans un instant. La semaine dernière, un de nos chroniqueurs, Sébastien pour ne pas le citer, a eu la main un peu lourde concernant le langage C++. Il a dit des choses qui n'ont pas plu à tout le monde, et un de nos éditeurs l'a fait remarquer, et j'ai donc renvoyé la balle vers notre ami Sébastien, qui m'a gentiment répondu cet après-midi, nous sommes mercredi, et qui m'a dit, c'est vrai, j'ai été un peu fort, j'ai prêté à C++ des problématiques qui était plus lié à C, etc., etc. Donc on va répondre à cet auditeur, je vais lui renvoyer la réponse que m'a donné Sébastien, comme quoi on peut faire des erreurs et on les reconnaît quand on en fait. Voilà qui est dit. Fin de la parenthèse, on peut entamer un épisode. Cette semaine, ça va se passer avec d'un côté David, salut David, et de l'autre côté nous avons Sébastien, l'autre Sébastien, qui n'a pas dit du mal de C++. Parce que maintenant c'est comme ça, même les langages, il faut les soigner. Faut pas dire n'importe quoi. Ben ça, le langage, c'est des fans. Hein. Bah oui, c'est ça. Et là, en l'occurrence, certainement... Enfin, il ne reconnaissait pas le langage qu'il maîtrisait manifestement très bien. Et on peut le comprendre. Et donc, voilà. Donc, on va faire une petite réponse bien sentie à cet auditeur, que l'on remercie. D'ailleurs, j'ai pas noté son prénom. Je suis désolé, mais on a pris bonne note. Qu'il en soit certain. Un épisode 486 que nous enregistrons donc mercredi, comme chaque mercredi, nous enregistrons un épisode. Quoi d'autre ? Ces deux garnements ont fait de la veille technologique, moi aussi du reste, et on va parcourir ça ensemble, si vous le voulez bien. C'est parti. Ils étaient partis pour 8 jours, ils y sont restés 9 mois dans l'ISS David. Les astronautes qui sont de retour de l'ISS depuis hier soir, mardi, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, avec le décalage horaire, je suis pas certain. Oui, c'est ça, c'est sûr. Parce que on est demain ici. Ouais, on est demain et, voilà. et ici on est après-demain et c'était hier. Donc c'est... Ouais. Butch Wilmore et Sonny Williams qui étaient partis pour 8 jours et qui se sont retrouvés coincés sur la station orbitale pendant 9 mois. Et en fait, voilà, ça pose quelques petits problèmes pour la santé de rester en apesanteur pendant autant de temps. Il y a pas mal de soucis, étant donné qu'on n'a pas de pesanteur, on perd du muscle, il y a de la perte de masse osseuse et apparemment c'est quelque chose qui est très 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 compliqué de revenir. Et quand j'ai vu la news, j'ai vu qu'en fait ils sont quasiment proches du record d'astronautes qui ont été en orbite, en apesanteur, et en orbite. Ouais. Et donc voilà, ils retournent sur Terre et ils sont un sujet d'étude pour leurs médecins parce que ça va. Voilà, ce sont un petit peu des cobayes, mais il faut dire qu'ils sont en fin de carrière, donc c'est leur dernier voyage probablement. Ils ont 59 et 62 ans. C'est vrai. Ce sont tous les deux des vétérans de la marine américaine. Et d'ailleurs, quand ils se sont retrouvés coincés là-bas, ils étaient pas si tristes que ça, parce qu'ils disaient que c'était une occasion, l'occasion d'une vie, et que ça serait la seule qu'ils auraient, et ils savaient qu'ils n'en auraient pas une deuxième. Ils n'avaient pas l'air très déprimés, mais par contre, retourner sur Terre, problème d'équilibre, problème de faiblesse musculaire, diminution de masse osseuse. Ils sont obligés de faire, je pense, 2 heures de sport dans les conditions d'apesanteur, ce qui n'est pas évident non plus, mais 2 heures de sport par jour, c'est obligatoire. La masse osseuse, ils perdent 10 fois plus vite la masse osseuse que sur Terre, donc
Sur le coup, là, ça fait quand même l'équivalent de presque 9 ans Oui. de perte de masse osseuse, à la grosse louche. Donc c'est quand même pas mal aussi. Puis il y a aussi mais ça c'est pour tous les cosmonautes, les astronautes de manière générale, c'est les rayons cosmiques, entre guillemets, qui se prennent aussi. Enfin, il y a les radiations aussi. Les radiations, des choses comme ça. Oui. Il y avait tout de même je disais cosmonaute parce qu'on dit astronaute pour les Américains et cosmonaute pour les Russes. Et à l'époque, ça devait être même un soviétique, Valéry Polyakov, qui a passé plus de 400 jours dans la station spatiale Mir à l'époque, et pour ceux qui s'en rappellent, il ne devait pas y avoir beaucoup de place dans la station spatiale Mir pour faire de l'exercice physique. C'est pas là que tu allais faire un jogging. Et donc je pense que lui, il est vraiment redescendu dans un sale état. C'était dans les années 90. Je me demande même s'il n'a pas quitté la Terre quand c'était encore l'URSS, c'est redescendu quand c'était la Russie. Il y avait un truc comme ça, me semble-t-il, c'était suffisamment long, en tout cas, pour voir passer de l'eau sous les ponts. Autre aspect de cette mésaventure, si tu me permets, David, c'est quand même quel symbole. Tu pars avec une capsule Boeing qui cherche quand même à décrocher des contrats importants, et tu reviens avec SpaceX. C'est quand même assez violent, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour Boeing, je veux dire. Oui, ça arrive. C'est comme quand le Covid, tu pars en Belgique et tu reviens en vol au rapatriement avec une autre compagnie aérienne. C'est la même chose. Oui, mais enfin ici, il y avait quand même des enjeux économiques pour Boeing et qui n'ont pas. Voilà. Sébastien avait peut-être un truc. Non, bon, ok. Rajouter un petit truc, en plus des problèmes d'os, etc., il y a aussi des problèmes immunitaires et des problèmes cardiovasculaires. Et si je me souviens bien, il y a pas mal d'astronautes qui sont revenus, qui étaient en chaise roulante les premiers jours, parce que... Ça, c'est toujours. KO. On les met toujours sur une chaise roulante quand ils reviennent, que ce soit par la Russie ou que ce soit les Américains. Quand on les récupère, parce qu'ils sont pas capables de tenir debout, tout simplement. Et voilà. C'est pour les longues durées, en tout cas, ceux qui font juste, comme c'était le cas avec la navette spatiale, un aller-retour entre guillemets d'une dizaine ou quinzaine de jours. Là, c'est moins problématique. C'était moins problématique. Ici, sur les longues durées, ça pose plus problème. Un truc à rajouter, Sébastien, ou pas du tout sur ce sujet, ou non, non. Je vais répondre pour Sébastien. Non, allez, passons à la suite. Et c'est Corben que nous épinglons régulièrement d'ailleurs dans ce podcast, me semble-t-il, qui a rapatrié cette information qu'il a, à mon avis, trouvé, ou en tout cas qui lui a suscité un article. Financial Times. Ouais. Oui, ou dans Slashdot, me semble-t-il. En tout cas, c'est sa source. C'est « Et si nous devenions tous stupides ?» Sébastien, ode à la jeunesse de la part des vieux cons. Ouais. Mais Slashdot, en général, c'est juste un relais, l'excerpt d'une news, parce que Slashdot ne génère pas de news, la news derrière vient normalement du Financial Times. Oui. C'est ça, du Financial Times. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu parler de Slashdot, mais ça vit toujours ce truc. Oui. Mais sur Google, on n'entend pas beaucoup parler. Alors effectivement, la question c'est, et si nous devenions tous cons? Alors en fait, je vous rassure, pas vous et moi, hein, parce que je pense que dans nos statistiques, on est surtout dans les plus de 40, plus de 30, donc globalement, c'est pas, voilà, ça ne nous concerne pas. Par contre, c'est un sujet de vieux cons parce que ça concerne tous les jeunes. Les jeunes sont tous cons, mais cette fois-ci, c'est vrai en fait. On va se faire des amis. Attends. Alors, tout ça, ça part d'un score, c'est le PISA, donc Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Et donc, c'est un truc de l'OCDE qui a, je pense, une trentaine d'années, un truc comme ça. Et donc, qui mesure les acquis des élèves et les capacités des élèves à 15 ans, je pense, un truc comme ça. C'est ça, à 15 ans dans tous les membres de l'OCDE. Et en fait, ils testent tout ce qui est acquis, lecture, maths, sciences, etc. dans 80 pays les poussières.
Et en fait, le score a monté gentiment jusqu'en 2010. Donc ceux qui avaient 15 ans en 2010 sont apparemment les meilleurs. Donc, ces jeunes-là sont de très très bons, mais ils ont donc aujourd'hui 30 ans. Voilà. Mais à partir de là, ça commence à décliner. Et ça décline assez bien et d'année en année. Alors en 10 ans, la capacité à évaluer des affirmations statistiques, c'est 15% en moins dans les dents. Le pourcentage d'adultes qui ont au moins lu un livre, au moins sur la dernière année, on était à moins de 50%. Alors qu'avant on était à 57 ou 61% en 92, 57 en 2002, donc les gens ne lisent plus. Et 25% des adultes des pays riches sont incapables d'utiliser un raisonnement maths de base, et on monte même à 35% aux États-Unis. Donc en fait, chaque année pour le moment, c'est la Bérésina. Pourquoi, comment, que faire, puis-je, qu'acoustiquais-je, c'est facile, c'est assez lié au nouveau mode de consommation des médias, réseaux sociaux récents. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu voulais une nouvelle, tu prenais ton petit bout de papier, tu lisais ta gazette, donc tu avais un acte pour le faire, ou tu allais sur un site web comme Corben, que je visitais ici pour ce truc, et volontairement, tu lis l'article, tu as fini l'article, tu fermes la page ou tu vas lire un autre truc, mais tu décides de ce que tu fais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que la plupart des outils qui sont utilisés par les jeunes, c'est un genre de flux infini, que ce soit de l'Insta, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, etc. Donc en fait, on fait juste que bouger le pouce et le contenu vient, mais on ne choisit plus le contenu. Le contenu nous choisit. Il vient, oui, il vient à nous. Il vient. Et donc ça génère effectivement des problèmes d'incapacité d'attention, de concentration et tout un tas d'autres problèmes chez les plus jeunes. On avait mentionné aussi il y a quelques semaines dans un autre sujet des problèmes de mémoire, parce que voilà, les jeunes utilisent smartphone et donc n'ont plus besoin de mémoriser quoi que ce soit. Donc ils ont énormément de problèmes dans l'apprentissage, dans tout ce qui est mémoire. Et donc, il n'y a pas 50 solutions. La solution, c'est simplement réduire sa consommation de réseaux sociaux ou d'applications où on est gentiment abruti, que ce soit Insta, TikTok et compagnie. Ce que je vous enjoins tous à faire ou à demander à vos enfants de faire. Je n'ai quasi plus rien là-dessus sur mon téléphone, donc je choisis l'information que je lis. Et refaire de la gymnastique, donc lire. Et lire. C'est ça. Et lire, donc prendre une demi-heure de temps en temps pour lire un bouquin, décider de l'information que vous allez voir, sur quel site, quelque chose de plus actif, et donc pour essayer de récupérer des capacités cognitives. Alors nous, on a été habitués à ça, parce que voilà, à l'école, on était sur du papier, crayon, bic, etc. Donc on parle plus sur la génération actuelle d'ados et des futurs enfants. Ouais. Mais ça ne nous empêche pas, nous non plus, d'avoir une baisse de capacité cognitive en s'abrutissant bêtement sur ce genre de truc. Ça ne veut pas dire que c'est totalement stupide, qu'on ne peut pas le regarder, mais il faut le limiter. C'est ça. Il faut doser, quoi. Il faut le doser. Ouais. Et je suis sûr que la plupart des auditeurs qui nous écoutent ont eux aussi parfois passé une soirée dans le lit à scroller sur leur téléphone, sur Insta ou autre. C'est addictif, oui, c'est ça. Et on s'endort souvent très très mal après cet exercice-là, parce que les yeux ont travaillé devant les écrans, etc. Alors qu'il y a un bon bouquin, une vingtaine de minutes, une demi-heure par jour. Il y a des trucs fantastiques. Ça me fait penser tout ça, Sébastien, à cette photo qu'on voit régulièrement, pour le coup, sur les réseaux sociaux, mais qui ont dit long sur ce que sont les réseaux sociaux. C'est apparemment, je pense que c'était au Japon. C'est sur une bascule. Vous imaginez une bascule, une petite fille d'un côté avec des livres et un garçon, un jeune homme, mais manifestement en surpoids, de l'autre avec un smartphone. Et la bascule penche du côté de la petite fille. Et ça symbolise et ça résume à peu près tout ce que tu as dit, je pense, et c'est assez bien vu, c'est assez rigolo que ce soit très partagé sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il faudrait aller au-delà de l'image et pratiquer, du coup. Oui.
Voilà, mais c'est une question de volonté. Il faut le faire voilà. Mais alors et en fait c'est pas juste un sujet vieux con ici. C'est il y a des chiffres, ça le montre, c'est en train de décliner. Ouais. Et alors c'est amusant aussi parce que du coup j'étais voir ce qu'on en était sur les scores PISA sur les 3 maths, sciences, lecture. Alors le pays est le même pour être le premier. En maths, en sciences et en lecture, c'est le même pays qui a la meilleure note, et c'est... Un pays nordique, non? Non, c'est la Chine. Ah, bah, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Et donc... Je savais pas qui était j'apprends aussi un truc. Oui. Alors, si on prend la France, elle est 61e en maths. En sciences, elle est 47e et 45 en lecture. Et alors, si on recherche la pauvre petite Belgique, la Belgique est 15e en maths, donc on s'en sort bien, 21 en sciences et 23 en lecture. Désolé les amis français, hein, venez faire les études chez nous, apparemment on n'est pas encore trop pourris. On est dans le top, dans les premiers européens. Le premier pays européen en maths, c'est l'Estonie et les Pays-Bas 9e, donc c'est pas monter encore plus haut, ils sont encore meilleurs que nous. Enfin voilà, ça en dit long, sur notre méthode d'enseignement peut-être aussi. Hein, faut être honnête. Parce que tous les premiers, les premiers pays c'est aligné sur tout. Hein. C'est la Chine en premier sur tout, Singapour en deuxième pour tout, Macao en troisième, Hong Kong en quatrième, et puis après ça commence à changer. L'Asie. Hong Kong, c'est la Chine maintenant. Oui. Bon. Mais il n'y a pas de test de géographie, c'est maths, sciences, lecture. C'est ça le problème. La Thaïlande est dans les... Parce que notre ami David étant en Thaïlande, le niveau thaïlandais, il est bon ou il est moins bon que... Il est meilleur que la France. Déjà, donc c'est déjà ça. Voilà. No comment. Non, mais voilà, chacun jugera, mais c'était juste un signal, effectivement, et un signal scientifique, s'il en est, de cette espèce de décadence, si j'ose dire. Donc il faut quand même être vigilant, quoi. Ouais. En tout cas, ce que je peux dire, c'est quand on approche la cinquantaine, on a vu l'évolution et il y a pas mal de choses qui ont changé dans le mauvais sens. Je peux te dire que quand on approche la soixantaine aussi, ça se voit. C'est ça. C'était mieux avant. Je suis pas sûr. Mais ceci étant dit, c'est vrai que moi je me rappelle que pendant mes études, quand on voyait les projets technologiques, parce que j'ai fait des études techniques, les projets technologiques de nos prédécesseurs, on se sentait tout petit, parce qu'on se disait, nous on ne va pas être capable de faire des machins comme ça. Et donc je pense que ça a continué à décliner avec le temps. Je sais pas, c'est peut-être un manque d'ambition, ou que sais-je, et voilà. Mais ça dépend aussi de... Non, c'est pas une question d'ambition, je comprends. Tu donnes à un gamin de 10 ans un téléphone où c'est drôle, tu swipes, c'est drôle, c'est drôle. Ça, c'est autre Pourquoi chose. Est-ce qu'il lui reste fait chier à lire un livre? Moi, je parle d'une époque où il n'y avait pas de téléphone. Ah oui, mais aujourd'hui, je comprends, on a une responsabilité sociétale sur ça. Et en Belgique, d'ailleurs, à partir du 1er septembre, dans toutes les écoles, les téléphones sont interdits. Oui. La communauté française. En France, ça a commencé aussi. Enfin, en tout cas, c'est en discussion. On en a déjà parlé ici, d'ailleurs, me semble-t-il. Et c'est en discussion en France. C'est toujours très compliqué en France pour tout. Hein, et donc, tout devient un truc directement très, très compliqué. En Belgique, d'accord ou pas d'accord, on le vote. Et puis après, on fait ou on fait pas. C'est un peu ça la différence. Mais voilà, chacun a sa technique. Ok, affaire à suivre. Et si vous en sentez sensibilisé par cette question, parce que vous avez des enfants, vous comptez en avoir, etc., n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et on aura certainement l'occasion de reparler de ce genre de choses prochainement. On n'a pas besoin de savoir que vous voulez faire des enfants. Hein. Enfin, vous pouvez, mais... Oui, ça, quelque part, c'est votre problème. Personnel. Mais comment vous l'envisagez, ça, c'est autre chose. Un bug sans importance. Sans importance. Apparence. Oh, on a oublié un T. Je pensais être passé derrière David, mais non. C'est un bug sans apparence pour Microsoft. Et pour nous aussi. Pour nous aussi. Ouais. Mais elle coule pas. On va corriger, vous inquiétez pas. Par contre, Microsoft ne corrigera pas. Par contre, un bug qui date d'il y a 8 ans et qui profite actuellement des hackers, David. Oui, c'est ça. C'est un bug
Désolé. La faute de frappe, c'est ma faute. Non, pas de souci. Ah bah oui, c'est pas moi qui ai mis ton titre. On peut avancer sur cette news. On va pas rester sur un T. Oui. Voilà. Donc, c'est une méthode d'attaque qui est via des fichiers .lnk, qui sont des fichiers link sous Windows. Ce sont des raccourcis qu'on peut mettre sur des stocks, etc. Et donc, ce sont des liens LNK malveillants qui peuvent avoir des commandes cachées malveillantes pour télécharger des fichiers ou des choses comme ça. Et donc, Microsoft considère que ce n'est pas un problème chez eux, que c'est un problème d'interface utilisateur. Ils n'ont pas prévu de correctif immédiat. Apparemment, 70% des attaques de ce genre viennent par des États qui sont la Corée du Nord à 46% et puis la Russie et l'Iran à 18% chacun. Apparemment, les gouvernements sont les plus ciblés parce que en général, ils ont des machines plus vieilles, ils mettent pas à jour plus souvent, et suivi par le secteur privé, institutions financières, ce qui n'est pas très rassurant, et des entreprises de télécommunications. Et voilà. Trend Micro qui a le lien, je pense, qui a lâché l'information. Suite à l'absence de correctifs de Microsoft et absence de communication de leur part, a décidé de rendre publique cette vulnérabilité pour sensibiliser les utilisateurs. Bah oui, c'est mieux. Enfin, en même temps, si Microsoft ne fait rien, que peut-on nous contre ce genre de vulnérabilité? Pas grand-chose, si ce n'est être un peu plus prudent ou mettre à jour les machines ou les softs en l'occurrence, ou que sais-je, non? Oui, c'est probablement des versions de Windows qui sont plus supportées. Oui, c'est ça. Ouais. Et ils se disent, vous avez qu'à mettre à jour. C'est des vieux XP ou des choses comme ça, c'est clair que ça fait... Ou même Windows ou 7, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils ne sont plus supportés. Donc, et bientôt, Windows 10 ne le sera plus non plus. Donc, ça va pas améliorer les choses de ce côté-là. D'un autre côté, quand on voit des machines, des ATM, des distributeurs de billets qui redémarrent et qu'on voit que ça se tourne sur des versions de Windows qui datent d'il y a 20 ans, ça fait un petit peu peur. Genre Windows ME. C'est ça, exactement. CE. Ou CE, oui, c'est ça. Oui. Là, je suis sûr que Sébastien, je le vois son regard inquiet. Non, c'est parce que je regarde les trucs de trend. Oui. Et en fait, tu vois que les sources, comme disait David, mais c'est 45%, c'est quasi la moitié de la Corée du Nord. Et quand tu regardes les targets, c'est quasi que les États-Unis. Voilà. Ouais. Et en fait, ouais, ils exploitent quand même un truc dans le LNK, donc qui c'est pas juste un bête lien classique. Je pense que la plupart des antivirus pourraient faire quelque chose, en tout cas pour bloquer ça. De toute façon, quand tu reçois un LNK par mail, tu te doutes déjà que ça pue, quoi. Donc, oui, les sysadmins doivent pouvoir bloquer ça aussi. On n'envoie pas un LNK, ça n'a aucun sens. Ça me semble être un bon usage, effectivement. Voilà. Ok, bon, autant le savoir, ceci étant dit. Sinon, sous Linux, il n'y a pas de problème de LNK. On dit ça. Mais bon, voilà. On voulait pas... Ça devient difficile de nous comprendre quand on parle comme ça, sans terminer les phrases et... Ouais. Bon, on a fait le tour de cette news. J'ai des choses à dire aussi, et ça, c'est dans le bloc-notes, si vous voulez bien. Parce que moi aussi, je prends des notes, et moi aussi, je vois des trucs, alors je les note, et je vous en parle chaque fois à peu près au milieu de l'épisode. Google annonce le remplacement de l'assistant Android par Gemini avec une transition progressive. J'entends un truc qui souffle au loin, c'est un ventilateur qui s'est mis en route chez l'un d'entre vous.
Oui, c'est chez David. Non. Non. Bon, d'accord. Je recommence. Google annonce le remplacement de l'assistant Android par Gemini avec une transition progressive. L'assistant classique sera donc progressivement inaccessible sur la plupart des appareils, sauf ceux ne répondant pas aux critères techniques, c'est-à-dire avoir un minimum de 2 Go de RAM et fonctionnant sous Android 10 ou supérieur. Gemini ne sera pas déployé que pour les téléphones, les tablettes, les voitures, les appareils qui se connectent à votre téléphone, comme par exemple les montres, les écouteurs, etc., les appareils domestiques comme les haut-parleurs, les écrans et les téléviseurs seront aussi concernés dans les mois à venir. Google met en avant les capacités supérieures de Gemini, incluant personnalisation, interaction avec des applications tierces et le support de l'intelligence artificielle, évidemment. Google déclare que des millions de personnes ont déjà fait spontanément le changement. Gemini est par ailleurs disponible dans plus de 40 langues et plus de 200 pays. Vous êtes utilisateur Android, l'un ou l'autre, l'un et l'autre Les deux. Assistant ou Gemini? Aucun des deux? Non, Non. Pas besoin Aucun des d'assistant. deux. Pas une vieille recherche Google. Voilà, comme ça, c'est bien. Moi, je pense que c'est mieux. Et pour du feu, un silex? Oui? Ok. Des allumettes. Des allumettes. Tiens, Gemini devrait être bien sécurisé puisqu'Alphabet acquiert la start-up de cybersécurité Wiz pour, tenez-vous bien, 32 milliards de dollars. Il s'agit d'une transaction stratégique visant à renforcer les capacités de sécurité de Google et à étendre sa présence dans le secteur de l'informatique nuagique, comme on dit au Québec. Wiz a été fondé en 2020, au moment du confinement suite à la pandémie de Covid-19. Vous vous en rappelez certainement, on en parle beaucoup des 5 ans du Covid-19. Autant dire que le cloud avait le vent en poupe à l'époque. Aujourd'hui, la société israélienne collabore avec des plateformes cloud majeures comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et bien sûr Google Cloud pour donc détecter les risques de sécurité. Wiz renforcera donc Google Cloud tout en continuant à servir ses clients existants, y compris des concurrents. Il s'agit donc de la plus grosse acquisition réalisée par Google. Le précédent record remonte à 2012 pour s'offrir, rappelez-vous, Motorola Mobility. C'était un deal à 12,5 milliards de dollars à l'époque. Ça évoque quelque chose pour vous, Wiz? Oui, ils l'ont complètement tué, Motorola. C'est le truc qu'ils ont payé le plus cher au monde pour le détruire lamentablement. C'est vrai. S'ils font la même chose avec Wiz, il n'y a que Waze. Waze, là, ils en ont fait quelque chose, mais ils sont aussi en train de le détruire. Donc, Oui, donc voilà, il est super positif. Ouais, non, mais voilà, c'est cette saison. Comprendra qui pourra. Ouais, c'est ça, la vitamine D, soleil, tout ça. Vous connaissez GIMP? Oui, je pense, l'alternative libre aux applications comme... Maître Gimp. Maître. Rien à voir. Oui, maître. L'alternative Ah, libre merde. aux applications comme Photoshop, par exemple, retouche d'images, etc. La version finale de GIMP 3.0 est enfin disponible après 7 ans de développement. Cette mise à jour majeure a introduit une interface optimisée, de nouvelles fonctionnalités comme la gestion simplifiée des calques, des éditions non destructives, des options de personnalisation avancées et un support amélioré pour divers formats de fichiers. La version 1.0 de GIMP, rappelez-vous, avait vu le jour en 1998. Il faudra attendre 6 années pour voir apparaître la version 2.0, c'était en 2004, et une version d'ailleurs régulièrement mise à jour, mais ce n'est qu'en 2018 que les développeurs se sont attaqués à une nouvelle version. Vous pouvez télécharger cette version 3 dès maintenant si vous le désirez. Je vous mets le lien dans la description de ce bloc-notes que vous retrouverez dans notre infolettre puisque c'est là que vous retrouvez les liens vers ce genre de choses, tout comme par exemple le restant de notre veille technologique hebdomadaire puisqu'on ne peut pas vous parler de tout dans un podcast. Et bien dans notre infolettre, on vous donne également d'autres liens vers d'autres news tout aussi inspirantes. Est-ce que l'un d'entre vous voulait rajouter un truc par rapport à GIMP, par rapport à Alphabet, par rapport à tout ça? Non, je pense pas. 3, 2, 1, feu, partez. Alors, l'Europe, Apple... Il y a une faute de frappe dans le titre. Non, ça c'est voulu. Je suis pas le seul. Non, ça c'est voulu. Et Apple menace de claquer la porte européenne. Donc, en gros, c'est un peu la guerre entre l'Europe et Apple, Sébastien. Oui, Google aussi, mais Apple était plus croustillant sans vouloir taper sur le dos d'Apple spécifiquement, mais il y a plus de contenu. Mais si vous cherchez cette même actualité
pour Google, c'est exactement la même chose. C'est la réglementation DMA qui oblige les sociétés, quelles qu'elles soient, dès qu'elles ont une certaine taille, à s'ouvrir à la concurrence, en tout cas pour continuer à profiter des marchés européens. Et donc ici, dans le rapport du 19 mars, la Commission a suivi en fait certaines demandes de concurrents d'Apple en disant bon, il va falloir faire quelques trucs les gars. Les quelques trucs, c'est il faut ouvrir le système de notifs aux concurrents. Donc aujourd'hui, si tu connectes une montre à ton iPhone, eh bien tu peux avoir des échanges avec ton iPhone si ce n'est pas une montre Apple, mais tu n'auras pas accès aux notifications parce que Apple l'a dit et l'Europe dit que non. Voilà. Et donc pourquoi Apple refusait en fait, Apple refuse en disant, parce qu'ils ont publié une lettre ouverte, un communiqué de presse et tout le team en disant les gars, ça va pas bien se passer. Sur les notifications, Apple dit oui, mais en fait des sociétés comme Meta, c'est bien, ils se tirent dans les pattes, vont avec une montre pouvoir aller tirer toutes les informations de vos notifications et vous envoyer de la pub. Donc voilà, nous on veut pas que Meta et vos notifications de votre montre, votre téléphone Apple et vous balancer de la pub. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu d'hypocrisie dans le truc, mais voilà. Les réglages de Wi-Fi aussi, l'Europe dit les réglages de Wi-Fi, il n'y a pas que Apple qui a droit à régler les réglages de Wi-Fi. Si tu acceptes qu'une app le fasse, tu dois le faire aussi. Donc voilà, et Apple dit non, t'imagines là aussi, développeurs mal intentionnés, méchants, enfin bref, sécurité hors de question. Bon voilà. En fait, ce que rajoute l'Europe en plus, c'est en fait que chaque nouveau service, chaque nouvelle fonction qui arrive sur iPhone et tutti quanti d'Apple, eh bien il faut que Apple propose une API pour les développeurs tiers pour y avoir accès. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Qui fait réchigner Apple en disant oui, mais si vous nous demandez ça, nous ça va demander plus de dev, plus de sécurité, plus de machin, et puis surtout on n'a pas envie, et du coup il est probable que soit on vous publie pas la nouveauté en Europe, soit on la fasse beaucoup plus tard et tant pis pour vous. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est un petit point, c'est qu'il y a les stores, le store alternatif qui sont maintenant obligés aussi sur iPhone. Et le store alternatif, si tu l'installes en tant qu'Européen et que tu quittes le sol européen, le store disparaît. Et il réapparaît quand tu reviens sur le sol européen. Oui, mais c'est bien fait. Donc, écoute, voilà. Donc on commence à avoir une forme d'hypocrisie qui est assez intéressante, mais assez chiante aussi parce que t'as pas une expérience globale sur le truc. Et ça les emmerde parce que si t'as pas une expérience globale, ça leur coûte beaucoup plus cher, ça je peux comprendre. Mais en même temps, Apple n'a pas toujours eu une volonté d'ouverture importante sur ses produits. Non, mais en même temps, bien ou en mal, on a déjà parlé 1000 fois, mais cette volonté d'ouverture sur ses produits, etc., en tant qu'utilisateur lambda, finalement, c'est aussi une garantie de ne pas avoir les problèmes qu'il peut y avoir avec des appareils Android, par exemple. Mais il n'y a plus de concurrence. Oui, mais c'est l'un ou l'autre. c'est la sécurité ou la concurrence à choisir. L'Europe de la concurrence. C'est c'est l'Europe. Oui, l'Europe. Oui, l'Europe, quoi. Ce musée à ciel ouvert qui fabrique des règles. Ça, on est tout à fait d'accord. Voilà, mais je dis ça tout haut. Mais voilà, mais on ne tranchera pas, on est bien d'accord, mais il devrait y avoir un juste milieu, et on l'a pas, quoi, clairement. Mais par contre, en dehors de l'Europe, les gens vivent très bien comme ça. Entre l'Europe et l'Asie, il y a quoi? Il y a l'Inde. Ou la Russie. Oui, alors les gens vivent très bien comme ça. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, tu pousses un peu Bobonne dans les orties. Tu vois, l'Europe là-dessus essaie de défendre non pas son industrie, parce que là, franchement, on pourrait défendre notre industrie ou essayer de la construire. Ça, ce serait positif un jour. Oui, mais voilà, là, ils nous entendent pas. Mais ils essaient de défendre un certain nombre de valeurs, et ça je peux comprendre, ça reste nos valeurs qui sont différentes aussi bien dans la modération que dans l'ouverture en Europe qu'ailleurs,
Et malheureusement, ça ne profite pas au reste du monde, mais au moins, ça profitera aux Européens. C'est un débat, alors on va pas le faire ici, mais c'est dans l'air du temps aussi. On en a un peu parlé la semaine dernière, si je me rappelle bien, ce débat sur la porte dérobée, entre guillemets, sur des applications du type Signal, WhatsApp, même si le cas de WhatsApp est un peu particulier, mais Telegram et autres, à des fins de pouvoir pister des justiciables et sur ordonnance d'un juge, évidemment pas comme ça à tort et à travers. Ça fait débat. Pourtant, ce débat, il a déjà eu lieu quand j'ai essayé de faire au moment où on a inventé le téléphone et qu'on a commencé à faire des écoutes téléphoniques et que ça passait. Finalement, c'est passé assez facilement, même s'il y a eu des dérives, mais voilà. Et ici, on remet le problème sur le numérique et on se doute bien que sans ces outils-là, la justice peut pas faire vraiment bien son travail, parce qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir justement pister les gens qui font du trafic de drogue, d'armes, etc., etc. On essaie de défendre la démocratie, tout bêtement. Hein. Oui, et tout en défendant les terroristes. C'est parce que c'est le résultat le même. Non, en Europe, ils voulaient interdire l'encryption et tout. Pas l'interdire, mais pas tout cas donner une option pour pouvoir récupérer les informations d'une manière ou d'une autre. Ça se défend, et puis ça se défend aussi de dire que c'est nos libertés individuelles qui sont peut-être prises en étau. Donc voilà. De nouveau, je l'ai dit dès le début, on ne fera pas le débat ici, mais cette question se pose effectivement. On a tout dit sur... Oui. Oui. Bon. Steam, la guerre a commencé. Alors attention, les mots ont un sens. On ne sera jamais assez. Steam OS General Release. La guerre contre Windows a commencé dans le monde du gaming. De quoi s'agit-il David peut nous expliquer ça? On en a parlé, je pense que c'est en janvier, dans un autre podcast, que Steam s'ouvre à toutes les machines. C'est juste. Toutes les machines tout court. Oui. Et ils ont publié la version préliminaire de SteamOS 3.7.0, qui est cette fois-ci officielle et qui élargit la compatibilité avec virtuellement toutes les machines x86, Windows, et voire des machines Linux également. Linux, x86, Linux, bref. Oui. Ça va. Bref, oui. Voilà. Donc, ils élargissent la compatibilité avec plein de machines. Et donc, voilà. Ils ont maintenant une version qui est en version préliminaire générale publique. Ils vont sortir la version finale très prochainement. Donc, il y a une modification de code récente qui était sous le nom de code Jupiter, qui annonçait justement cette version générale publique. Et donc, pour reprendre ça, quand je pense que j'avais parlé au mois de janvier de la sortie du Lenovo Legion Go S, qui allait être la première console qui allait avoir le SteamOS et en version Windows, et on avait discuté que la différence entre les deux consoles, c'était 100 ou 150 $, un truc comme ça, ce qui est le coût de Windows, en quelque sorte. Oui. Et en plus de ça, Windows, pour ce qui est du gaming, n'est pas super optimisé. Pour ce qui est des processeurs de génération Core Ultra et Core Ultra 2, ils consomment beaucoup plus de watts parce que Windows a plein de services en background qui tournent. Et donc, voilà, Steam est une option qui est très positive pour les gamers. Voilà. Gamer et un peu bidouilleur. Faut être de bon compte. Quoique, ça peut être aussi une opportunité pour des fabricants de sortir des consoles presque préinstallées Steam. Enfin, on s'entend des consoles
compatible, on va dire, en mettant cet avantage en avant pour pouvoir vendre du matériel. Oui, c'est pour les gamers. C'est pour les gamers. Steam, c'est pour les gamers. Ouais, c'est pas pour les bureaux. Non, on est d'accord. Mais c'est ça, l'argument de vente de quelqu'un qui fabrique des petites consoles portables, comme on disait, de toutes sortes, son argument, ça va être de dire compatible Steam, quoi, pour jouer, quoi. Donc, Sébastien a voulu dire un truc 2 fois, et chaque fois je l'ai coupé. Ah oui, c'est ça. Deux trucs. D'ailleurs, ils ont updaté le kernel et ils sont passés aussi de Plasma 5.7 à 6.2.5, ce qui permet aussi dans SteamOS d'avoir maintenant accès à une interface desktop classique. Donc jeu, mais aussi une interface desktop, si tu veux, LibreOffice, machin, tout le bazar, sur ta console Steam. Et économiquement, je trouve que ça fait quand même sens. Les mecs, ils ont sorti leur OS pour leur console, mais ils vont jamais raser tout le marché tant qu'ils restent sur leur console. Donc si maintenant ils disent tout le monde peut mettre SteamOS si c'est une version générale release, bah fight. Et de toute façon ils se basent sur des noyaux Linux qui supportent tout ce qui est AMD, tout ce qui est tout globalement. Donc économiquement ça fait son sens, ils gagnent leur pognon sur les jeux qu'ils vendent, pas sur les consoles. En plus, Microsoft abandonne progressivement, non? Enfin, je vous dis une bêtise, c'est pas ma spécialité, hein, loin de là. Il se retire un peu du jeu vidéo, me semble-t-il, chez Microsoft, non? Ou c'est plutôt... Enfin, je le fais une fois. Non, le truc Xbox, ils sont quand même toujours dedans, hein. Bien. Ouais, bon, beaucoup. Ils sont bien dedans. Ok, d'accord. Bon, voilà. Le néophyte que je suis apprend un truc. Mais maintenant, tu regardes un Windows de base, c'est clair que c'est pas une machine pour jouer, quoi, tu vois. Oui. Tu lances Windows... Tu te dis pas où on joue, quoi. Oui, non, c'est sûr. Ok, bon. On a fait le tour de la question ou vous avez un truc à rajouter? Parce que quand je fais ça, je sais que David... Non, il y a... Au moment où je pousse sur le bouton... Non? Ah non, bon, ok. Je pousse sur le bouton, alors. On a reparlé il n'y a pas tellement longtemps, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on en a reparlé. On avait reparlé dans les médias traditionnels du bug de l'an 2000. C'était un anniversaire. J'ai raté quelque chose. Mais donc, 25 ans plus tard. Ah, ça doit être ça. Les 25 ans du bug de l'an 2000. Ça doit être, un quart de siècle. Attends. Je regarde ma montre, oui. Oui, on est passé 2000. On est passé 2000 depuis un moment. Par contre, on avait déjà un petit peu à l'époque évoqué cette possibilité qu'il y aurait un autre bug possible. 2038, c'est ça, Sébastien ? 19 janvier 2038. Je sais qu'on l'a déjà traité. Ouais. Mais j'aime bien qu'on le remette une fois de temps en temps parce que... On a le temps jusqu'en 2038. 2038. On peut encore parler quelques fois. Mais ce podcast a quasi 15 ans dans différentes formes. Ouais. Et le truc est toujours pas résolu. Et 2038, il y a 15 ans, ça paraissait loin. Là, et maintenant, c'est demain. Ouais. Ou après-demain. Parce que... maintenant, c'est dans 13 ans. Alors, donc, dans moins longtemps que ce qu'on a fait c'est vrai. Premier podcast. Ouais. Donc, c'est demain. Et qu'est-ce qui se passe demain? C'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'une époque. EPOCH, qui compte le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 et sur 32 bits. Et donc, le 19 janvier 2038, timestamp. On a un dépassement. Voilà, on a un dépassement en 32 bits et on revient à 0. Alors ça paraît ridicule parce qu'on se dit, c'est pas grave, on sera tous passés en 64 bits d'ici là. Oui, mais dans 13 ans, regardez le nombre de devices que vous avez autour de vous qui sont encore en 32 bits et que vous ne soupçonnez même pas, parce qu'à chaque fois, c'est peut-être du Linux embarqué qui tourne dessus, des appareils photo, des téléphones, des machins, etc., qui sont pour certains encore en 32 bits et qui ne passeront pas, du coup, le 19 janvier 2038. Je vous suggère fortement d'être dans une cave le 19 janvier 2038 parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça ira, parce que l'aviation, il y a des avions qui volent depuis quand même un certain nombre d'années et qui ne sont pas en 64 bits plus, et les transports en commun, tout en fait peut déconner. Et donc si vous avez envie d'une carrière intéressante dans les prochaines années, que vous commencez, peut-être qu'il y aura la même chose que les consultants et les sociétés qu'il y a eu en l'an 2000 que pour 2038, mais ça va être plus difficile à vendre, parce que j'ai l'impression que 2038, nous en tant que tech,
et vous qui nous écoutez, hein, pas juste nous trois ici, hein, pas, Non. on comprend de quoi on parle. Hein, on est sur 32 bits, on a les petits 0, les petits 1, et puis à un moment, bim, bah voilà, on est retourné à 0 et on l'a dans l'os. On le comprend bien. Mais expliquer ça à Madame Pichemou sur le marché alors qu'elle est en train d'acheter ses carottes, je pense qu'elle s'en cogne. Et elle comprenait bien 2000, parce que tu vois, 1999, 2000, ah oui, il y a un problème dans les chiffres, on avait compté que 2 chiffres. C'est facile à expliquer à Madame Pichemou sur le journal de TF1 à 20h. Tu vois, mais c'est très difficile. La folie de l'an 1000. Oui. Et quand elle va voir que quand elle va voir que la promotion sur les choux-fleurs court à partir d'aujourd'hui jusqu'à il y a 50 ans. Voilà. Donc, ça va vraiment être difficile à expliquer au grand public parce que on doit expliquer plein de concepts, voilà, la représentation binaire, 32 bits, et donc ça va être tellement plus compliqué que je sais pas si on va avoir le même effet sociétal et du coup le même intérêt de la part des sociétés informatique et autres, de se dire, bon, peut-être est-ce que mon truc va tenir le coup, et donc il y aura peut-être pas le même intérêt business, mais du coup il y a beaucoup de choses qui vont pas être corrigées et il risque d'y avoir beaucoup de choses qui vont déconner. Et ça va être un espèce de grand nettoyage de tout ce qui était en 32 bits déjà. 2038, il serait Mais tu ne le sais pas forcément. Mais tu ne le sais pas forcément. C'est ça, le truc. C'est la surprise. donc voilà. Mais c'était quand même vachement pratique, ceci étant dit. Mais quelle idée aussi d'avoir... Enfin, oui, je sais pas pourquoi... Bah, le mec était bon pour 68 ans. Il s'est dit, je m'en fous, je serais mort. C'est ça, en fait. Il avait déjà une trentaine d'années. Il se dit, de toute façon, je compte pas vivre plus de 100 ans, donc ça va aller. Donc c'était... Comme quoi, les visions à court terme, en informatique, c'est jamais bon. Oui, mais je pense honnêtement que ça va être pire que l'an 2000. Mais oui. Je pense aussi qu'il y a plus d'incidents. En tout cas, c'est plus contrôlable quelque part. Parce que c'était complètement abstrait, hein, le bug de l'an 2000. C'est parce que 2000, c'est rond. Que va-t-il se passer voilà, moi, je me rappelle les équipes, toutes les entreprises avaient mobilisé leurs équipes IT pour être de garde ce soir-là, être devant l'horloge pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais sans savoir ce qui allait se passer. Il n'y avait même pas eu il y avait un petit travail préparatoire quand même, de backup et des choses du genre, mais sur qu'est-ce qui va se passer, tout le monde était un peu dubitatif en disant, bon, c'est pas, on attend de voir, surprise. Ici, on sait ce qui va se passer. En 2038. C'est quantifiable. Est-ce qu'on le sait ? Voilà, c'est matérialisable. Mais c'est les petits bouts de code. C'est l'apocalypse, comme ils appellent ça. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. L'apocalypse, joli. Oui, David. Je ne pense pas que les gens sont plus conscients aujourd'hui de ce qui va se passer là qu'avant l'an 2000. 2000, c'était rond, ça a été ce qui a fait vendre des antivirus, ça a fait vendre plein de trucs, ça a fait ressortir plein de personnes du marché qui ont été virées un an ou deux après. C'est vrai. 2001, 2002, ça a été l'hécatombe. 2038, je sais pas. Maintenant, le calendrier Maya aussi, il a expiré. Et on est toujours là. Et c'était quoi l'année, là ? Il y a d'ailleurs eu un film. 2012 oui, c'était 2012. Et le film s'appelait 2012, en l'occurrence. Ah bah oui, effectivement. Mais on est toujours vivant. Mais 2038, c'est pas le calendrier Maya. Et alors, ce sera à 3h14:07 UTC. Hein, donc, ce sera en plein milieu de la nuit. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce système-là, on connaît à la seconde près. En été ou en hiver le 19 janvier, ce sera plutôt l'heure d'hiver. Hein, oui, c'est UTC. Et donc, c'est UTC de toute façon. Ouais. Donc, voilà. Mais même, parce ce que les gens ne comprennent pas là-dessus, c'est qu'il y a tellement de machines aujourd'hui qui tournent. Alors, je prends juste une anecdote. Dans le milieu bancaire et les assurances et compagnie, vous retrouvez encore énormément des AS400 qui tournent. Oui. Et en général, ça tourne dans un... Ça tourne dans le coin d'une pièce, et personne ne sait trop pourquoi qu'est-ce, mais c'est allumé là depuis 30 ans, et ça continue à fonctionner. Et que ça fonctionne bien, etc. Voilà. Et il y a plein de machines comme ça, Linux,
Voilà, il y a plein de machines Linux qui tournent bien en 32 bits et qu'il n'y a pas de raison de les changer, à part le fait que le temps ne marchera plus. Mais sinon, ça fonctionne. Mais attention, on dit les machines, il ne faut pas changer que les machines. Tous les softs qui sont compilés aussi auront un problème. Hein. Oui. Tous les softs font péter. Donc même sur votre machine qui est en 64 bits, a priori, hein. Oui, même votre machine qui est en 64 bits peut potentiellement y avoir des trucs qui vont plus fonctionner le 19 janvier au matin quand vous allez ouvrir votre machine. Rien n'est moins sûr. Et si ça fonctionne plus, il faudra remettre une date en arrière. Oui, parce que c'est pas aussi simple que ça de dire on va rajouter un bit de contrôle pas toujours, non. Et on repart à zéro. Non, ça passe pas comme ça. Non, parce que il y a des trucs de stockage qui sont prévus ou dans des fichiers binaires où tu le mets en 32 bits, et donc tu dois revoir les formats, tu dois changer les trucs. Ça va être une merde. Ouais, c'est ça. Je pense que on va faire un rétro-planning. Le sujet, il y en a un sur Wikipédia, un décompte. Oui, c'est ça, il faut le faire comme ça, et régulièrement on en reparle pour voir où on en est. Rendez-vous l'année prochaine. Et je pense qu'on va avoir beaucoup d'experts pour l'année 2038 prochaine. C'est ça, mais écoute, il y a des gens qui se forment déjà maintenant, qui sortent des études, ou qui commencent peut-être des études maintenant, ils seront sortis à temps pour prendre l'opportunisme. Allez-y les gars. Allez-y, et on va avoir besoin de vous. Si vous posez la question à une intelligence artificielle, peut-être qu'elle va vous donner une réponse, mais elle ne sera probablement pas juste. Ça peut déjà le dire. Je ne sais pas si ChatGPT sait si on va mourir le 19 janvier. Donne-lui l'heure précise, parce que sinon il va pas... 19 janvier 2038, oui. Qu'est-ce que dit ChatGPT? On sera plus là. En 38, on sera vieux, mais on sera là. Non, je veux dire, ça sera la machine qui aura pris le dessus sur l'humain. Ah oui, c'est ça. Skynet. 13 ans. Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ah d'accord, ok. Ah si, vu l'évolution, dans 13 ans, si on est toujours là... Alors, non, si on n'est pas pour seul... ChatGPT, la plupart des systèmes modernes ont déjà adopté les horodatage de 64 bits, et donc on est bon. Ah, okay. Mais non, en fait, ChatGPT, il me semble fort optimiste. Oui, c'est ça. Il se compare déjà. Ouais. Il est bon. Ok, bon voilà, il fallait faire le point à un moment donné. Hein. C'est dans 13 ans, on refera le point dans un an, et on sera à 12 ans, etc., pour voir si les choses... On vous a prévenu. Mais on vous a prévenu, faites des études en informatique, et en particulier, travaillez sur ce problème-là, vous sauverez du monde, probablement. Enfin, en 13 ans, il peut se passer des trucs en informatique aussi, hein. On peut commencer à faire du nettoyage, non? Non? Enfin, je sais pas. En tout cas, on arrive au bout de cet épisode. J'ai oublié le numéro. 486. 486, c'est bien cela, merci. Merci de l'avoir écouté. Je rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner au podcast. Ça c'est bien, c'est déjà une bonne chose, quelle que soit la plateforme via laquelle vous nous écoutez. Et je vais peut-être aller au bout de mon idée, David. Par ailleurs, abonnez-vous aussi à... je sais pas, lui, je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'il nous montre, David? Voilà, ok, super, on l'a pas vu, mais c'est pas grave. Et donc, l'infolettre, je vais y arriver, vous inquiétez pas. L'infolettre, n'oubliez pas de vous... N'oubliez pas, je vais couper le son. Vous n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre, c'est par là aussi que vous avez le résultat de notre veille technologique, celle de tous les chroniqueurs, même ceux que vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas. C'est chaque semaine et on n'envoie qu'une infolettre par semaine, donc pas de spam. Et là, vous avez aussi la notification comme quoi l'épisode est sorti. Je ne pense pas qu'il y aura de hors-série cette semaine parce qu'on est à court de chroniqueurs et d'idées, il faut être honnête. Si l'un d'entre eux a tout d'un coup une idée lumineuse d'ici à dimanche, il y aura un hors-série, ou sinon ce sera pour la semaine suivante, croisons les doigts, pour que les idées émergent durant le week-end. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien, avant qu'on parte au week-end? Oui, on a vraiment oublié, on est à l'épisode 486. Et la semaine prochaine, c'est l'épisode avec... 486. Bah oui, bien sûr. C'est le coprocesseur la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a le coprocesseur. 487. Donc voilà. Ils sont sauf que c'était un faux. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On pensait pas qu'on y arriverait et on l'a fait. Merci à tous les deux. Passez une bonne semaine. Merci à tous. À très bientôt. Salut.